C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, Laurent Gbagbo, candidat à la présidentielle de 2024. L'ancien président ivoirien en a fait l'annonce ce lundi alors que son parti, le PPACI, souffle sa première bougie. Nous serons à Abidjan dans ce journal. L'Ouganda face à une épidémie d'Ebola. Pour l'instant, au moins 24 personnes sont mortes de la maladie. Il s'agit de la souche dite soudanaise du virus pour laquelle aucun vaccin ni traitement n'est efficace. Le Rwanda voisin a déjà pris des mesures. Reportage à la frontière entre les deux pays dans ce journal. La date du 17 octobre 1961, une manifestation d'Algériens a été violemment réprimée à Paris. L'an dernier, Emmanuel Macron avait qualifié les faits de crimes inexcusables. Beaucoup ont estimé que le chef de l'État n'était pas allé assez loin. Faut-il s'attendre à d'autres étapes dans ce dossier mémoriel avec l'Algérie? Nous avons abordé ce thème avec l'historien Fabrice Rispouti. Il était notre invité tout à l'heure. Laurent Gbagbo est candidat à la présidentielle en Côte d'Ivoire. Il l'a annoncé ce lundi alors que son parti, le PPACI, soufflait sa première bougie. Il en a profité également pour revenir sur les problèmes qui touchent les Ivoiriens en cette période de crise. Notre correspondante à Abidjan, Sadia Mandjo, était sur place. Cela faisait plusieurs mois que l'ancien président Laurent Gbagbo n'avait pas fait de déclarations officielles en public. Pour le premier anniversaire de son parti, le Parti des peuples africains en Côte d'Ivoire, il a donné rendez-vous à près de 1000 membres exécutifs du parti. Sans surprise, on a appris que Laurent Gbagbo sera candidat à l'élection présidentielle de 2025. C'est donc le retour en politique de l'ancien président après 10 ans d'absence. Rappelant que Laurent Gbagbo avait été condamné par la Cour pénale internationale à 10 ans de prison avant d'être acquitté et il n'avait pas pu se présenter à l'élection présidentielle de 2020. Cet anniversaire a aussi été l'occasion pour l'ancien président de partager dans un discours d'1 heure ses positions sur la politique nationale. Il a esquissé un plan de campagne axé sur la lutte contre la vie chère, le respect de la démocratie et de la liberté d'expression. On l'écoute. Donc, pour toutes les structures de base, il faut qu'on s'habitue aujourd'hui. Il faut qu'on s'habitue à l'expression démocratique. Laurent Gbagbo, connu pour ses prises de position, s'est longtemps attardé sur la politique internationale, notamment les coups d'État en Guinée et au Burkina Faso, et il a appelé à la libération des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis 3 mois maintenant. Ousmane Sonko, sur les starting blocks, l'opposant sénégalais a décidé de faire une tournée à travers le pays pour aller à la rencontre de ses militants dans le cadre de son projet Focus 2024. Dès le début de la tournée, dimanche, ses partisans ont été dispersés par la gendarmerie. Dans une vidéo, l'opposant a dénoncé l'acharnement du pouvoir. La correspondance à Dakar, Deli Mandao. Dans une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, l'on voit Ousmane Sonko s'expliquer énergiquement avec un colonel de la gendarmerie. Selon plusieurs témoins, les gendarmes ont lancé des grenades lacrymogènes sur la foule qui acclamait Ousmane Sonko à la sortie d'une visite de proximité à Joal, à 80 km au sud de Dakar. Plus tard, dans la soirée, dans un live sur Facebook, Ousmane Sonko accusait le pouvoir et le président Macky Sall d'être à l'origine de ces perturbations, tout en précisant que rien ne l'empêchera de poursuivre sa tournée politique, une tournée qui s'inscrit dans le cadre d'une Némékoutour ou visite de courtoisie. En Wolof, selon un responsable du parti Pastef les Patriotes, le parti d'Ousmane Sonko que nous avons joint au téléphone, cette tournée a été financée par le public à travers un financement participatif lancé en début 2021 et qui a permis la mobilisation de plus de 240 millions de francs CFA. L'objectif est de faire le tour du Sénégal et expliquer aux chefs religieux, coutumiers, de façon générale aux populations, le projet politique d'Ousmane Sonko et de se donner toutes les chances de remporter la présidentielle de 2024. Cette attaque au Mali, 3 casques bleus de la mission de l'ONU, la MINUSMA, ont été tués et 3 autres grièvement blessés ce lundi par l'explosion d'un engin explosif improvisé dans le nord du pays. La situation est très préoccupante en Ouganda. Depuis quelques semaines, une épidémie du virus Ebola sévit. Il s'agit de la souche dite soudanaise de la maladie, une souche contre laquelle aucun vaccin ni traitement n'est efficace. L'épicentre se trouve sur un axe très emprunté au centre du pays. Le Rwanda voisin a déjà pris des mesures de contrôle. Reportage à la frontière entre les deux pays, signé Clément Diroma. Franck Muzingizi est ougandais. Il travaille dans un bureau de change et se rend chaque jour au Rwanda. Depuis le 20 septembre et l'annonce d'une épidémie d'Ebola, Franck doit franchir un contrôle sanitaire à la frontière.
Il s'inquiète des effets de l'épidémie sur son commerce. Le commerce est lent maintenant parce que les résidents des pays alentours, comme ici au Rwanda, sont inquiets à l'idée de voyager en Ouganda à cause de l'épidémie. Des centaines d'agents du centre biomédical rwandais sont déployés pour éviter l'entrée du virus. Selon l'OMS, entre 40 et 100% des patients contaminés peuvent en mourir en fonction de la souche d'Ebola. 600 à 800 voyageurs traversent chaque jour ici sans encombre, à condition de ne pas avoir séjourné dans une zone infectée. Les personnes qui viennent des régions comme celle de Mubende, nous devons les retenir et les transférer dans un site de quarantaine. Les citoyens rwandais doivent y aller, mais les Ougandais peuvent retourner dans leur pays, c'est leur choix. Après 3 ans de tension entre les deux pays, la frontière n'a rouvert qu'en mars dernier. Des familles ont alors pu se réunir et le commerce a repris. Mais Ebola vient de nouveau ralentir les échanges. Nous avons des frères, des tantes et des sœurs en Ouganda. Mais nous leur avons expliqué que nous ne pourrons pas venir avant qu'Ebola ne s'arrête. Dès le premier cas en Ouganda, le Rwanda met en place des exercices dans ses hôpitaux. À Kigali, la capitale, les médecins simulent la prise en charge d'un cas suspect. Face à la rapide propagation du virus en Ouganda, la totalité des hôpitaux rwandais doivent être prêts avant fin octobre. Le pays n'a encore jamais été confronté à une épidémie d'Ebola. Heureusement, nous n'avons pas eu de cas importés au Rwanda et c'est grâce à la phase de préparation. Nous la prenons très au sérieux et nous y investissons la plupart de notre temps pour être certains que les contrôles et la préparation du personnel sont appropriés. Le Rwanda avait déjà mis en place ces exercices en 2018, lors d'une grande épidémie en RD Congo, dans la région frontalière. On part à présent dans l'est de la République démocratique du Congo, où les habitants surveillent avec inquiétude le volcan Nyiragongo, l'un des plus actifs au monde. Il est de nouveau sous haute surveillance selon l'Observatoire volcanique de Goma. Les scientifiques sont sur le terrain pour scruter l'activité du volcan. Pour l'instant, ils se veulent rassurants. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazara Kibangula avec les images de Justin Kabomba. L'alerte a été lancée par les habitants de Mounigi, une ville voisine de Goma. Ils ont senti des vibrations dans le sol et entendu des grondements. Ils ont aussi observé une intensification de la lueur rouge qui s'échappe du cratère du Nyiragongo, le volcan situé au pied de la ville de Goma. Ces ressentis des habitants ont été confirmés par l'Observatoire volcanique de la ville de Goma. Depuis mercredi, des scientifiques sont déployés sur le terrain pour scruter l'activité du volcan. Après observation des fissures, ils affirment qu'il s'agissait d'un mouvement de magma et de séisme, des mouvements qui selon eux ne représentent pas pour le moment de réelles menaces d'éruption mais qui doivent rester sous surveillance. Nous avons des capteurs de température dans les fissures. Les températures n'ont pas changé, n'ont pas varié, ils sont restés les mêmes. Et même l'émanation des gaz, donc parce que nous enregistrons la densité des gaz dans les fissures, ces gaz aussi n'ont pas changé notablement. Mais seulement nous comme observatoire, parce que nous devons essayer de comprendre tout ce qu'il y a comme mouvement sur les volcans. Et donc nous devrions rester vigilants et continuer à surveiller. L'Observatoire volcanique tente donc de rassurer au moment où ces vibrations et ces grondements ont inquiété les habitants de la ville de Goma. Tous se rappellent de l'éruption du Nyiragongo en mai 2021. Les coulées de lave avaient provoqué la mort d'au moins 32 personnes et des milliers d'habitants avaient fui vers les localités voisines. Le 17 octobre 1961, une manifestation d'Algériens à Paris à l'appel du FLN a été réprimée dans le sang. Tirs à balles réelles, rafles, tortures et manifestants jetés dans la Seine. Une page sombre de l'histoire qui aujourd'hui fait partie du dossier mémorial entre l'Algérie et la France. Fabrice Rispouti, historien, auteur de Ici on noyade des Algériens et cofondateur du site 1000autres.org, un site dédié aux disparus de la guerre d'Algérie, était notre invité tout à l'heure. Pour lui, la qualification de crime d'État pour cet événement est nécessaire. Écoutez. Oui, en effet, ce qu'a fait le président Macron lors du 60e anniversaire, c'est encore une fois une reconnaissance qui euphémise ce qui s'est produit en octobre 61, c'est-à-dire qu'il ne dit pas tout ce qui devrait être dit et qui fait consensus aujourd'hui chez les historiens. Il a attribuer la responsabilité des événements au seul Maurice Papon, comme si Maurice Papon n'obéissait pas à des ordres, et comme si, en réalité, toutes les institutions de la Ve République n'avaient pas été impliquées à des degrés divers
dans cette tragédie. Dans l'institution policière, qui n'est pas mentionnée dans le communiqué de l'Élysée, qui a participé à la perpétration du crime, mais aussi l'institution judiciaire, par exemple, qui a garanti l'impunité complète aux policiers et aux responsables de l'époque. Bref, tout n'est pas dit, tout ne semble pas encore pouvoir être dit dans le contexte politique actuel dont le président de la République est évidemment fortement tributaire. Et je suis de ceux qui pensent que c'est l'institution policière ainsi que les syndicats de police qui bloquent toujours sur cet événement qui, chaque fois qu'il est rappelé depuis maintenant plusieurs décennies, provoque des indignations sur le fait qu'on porterait atteinte à l'honneur de la police. Donc ce qui a été difficilement accepté à propos du rôle de la police pendant Vichy, ne l'est toujours pas dans cet épisode sur l'histoire coloniale. Alors, lors de son voyage à Alger, fin août, le président de la République a annoncé la création d'une commission d'historiens sur la colonisation. Est-ce utile pour faire avancer la question mémorielle, à votre avis ? Écoutez, pour l'instant, il s'agit d'une annonce dont on ne sait toujours pas grand-chose de précis, d'exact. Cette commission, le président de la République lui a attribué un champ de compétences qui laisse pantois les historiens, c'est-à-dire qu'il s'agirait de travailler sur toute l'histoire coloniale de l'Algérie, y compris donc la guerre d'indépendance, ce qui paraît totalement absurde et parfaitement inutile, puisque depuis des décennies maintenant, il y a des travaux très nombreux, pas seulement français ou algériens, mais aussi anglo-saxons, par exemple, ou dans d'autres pays, qui font consensus sur l'essentiel. Et il n'y a nul besoin de commission d'historiens, à mon avis, pour dire ce que n'arrive toujours pas à dire la France, hein, c'est ce qu'ont été les 132 ans de colonisation de l'Algérie, pour ne parler que de l'Algérie. Alors ensuite, est-ce que cette commission aura accès à des archives qui sont pour l'instant inaccessibles tant du côté algérien que du côté français? Je n'en sais absolument rien. Mais sur le principe même, les historiens se demandent bien pourquoi on donnerait le privilège d'accéder à certaines archives, à certaines personnes désignées par les États, ce qui ressemblerait à une forme de tutelle des États sur l'histoire, et qui paraît extrêmement problématique. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Urgence climatique et cri d'alerte en Somalie. Le pays, pourtant habitué aux sécheresses, se meurtrit. Des terres arides, des troupeaux consumés, une insécurité alimentaire grandissante, la famine menace. This kind of dehydration, even he is also weakness. He can't even cry normally. L'État est absent et les organisations non gouvernementales peinent à sauver ceux qui peuvent encore l'être. L'urgence aujourd'hui, elle est climatique, mais elle est aussi financière. Reporter en terre somalienne, à voir sur France 24 et france24.com.